Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient en formule horreur, frayeur, village, Borat. Non attendez, ça je me trompe, c'est un autre critique peut-être un jour. C'est Resident Evil Village, Resident Evil 8, le 8ème jeu canonique de la saga de Capcom qui nous revient en cette année 2021. Après pas mal d'attentes et de teasing, après un épisode 7 qui avait plutôt convaincu les joueurs malgré quelques réserves sur le gameplay, on revient pour une formule peut-être un peu la même, on va voir ça dans le débat. Et pour en parler, je suis avec un trio d'aventuriers qui a accepté d'explorer le village. J'ai d'abord Gabin. Comment ça va Gabin ? Bah écoute, ça va très bien, j'en sors un petit peu exténué, mais ça va. Tu nous le rediras peut-être, mais tu l'as fait d'une traite toi en plus. Et oui, carrément. Et oui. On a aussi en deuxième exploratrice, on a Ariane. Comment ça va Ariane ? Bah ça va très bien aussi, j'ai terminé Resident Evil juste pour l'arrivée de Mass Effect, donc bonne semaine. Ah oui, toi tu les enchaînes, c'est très bien. Mais je pense que tu vas prendre peut-être plus de temps sur Mass Effect. Ouais, je pense que ce sera pas fini en 10 heures. Ouais. Et pour finir, on a un de nos experts jeux vidéo, l'expert jeux vidéo, en plus il me semble que c'est une de ses séries préférées, Resident Evil, c'est Guillaume. Alors expert jeux vidéo et séries préférées, je sais pas, je te sens un petit peu cavalier sur le coup Cédric, mais non. C'est vrai ? Ah ouais, mince, non. je me trompe surtout, pardon. Alors, expert jeux vidéo, en revanche tu l'es forcément. Ça, Peut-être, bien sûr, non, mais en tout cas, oui, j'ai pas fait le jeu d'une traite, en tout cas quand on parle de Resident Evil 8, mais sur diverses périodes, en tout cas toute cette semaine, et voilà comment j'ai un peu fait mon jeu de mon côté en tout cas. Très bien. On va commencer ce débat. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Venez échanger avec nous sur Discord. Vous pouvez suivre notre actualité sur Twitter et réécouter nos émissions et critiques passées, présentes et à venir. C'est en Aosha avec Micro Stockholm et sur notre chaîne YouTube. On est parti, c'est la critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors Gabin, ce Resident Evil 8, ce Resident Evil Village, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et ben on est tout simplement 3 ans après la fin du 7ème volet qui marquait un point de renouveau dans la saga. On incarne à nouveau Ethan Winters qui, après la Louisiane et la ferme des Bakers, est parti avec sa femme Mia pour reconstruire sa vie au fin fond d'un pays d'Europe de l'Est. Ils ont eu une fille qui s'appelle Rose et le jeu commence lorsque Chris Redfield massacre Mia sous les yeux d'Ethan avant de l'enlever, lui et sa fille inconscients. Sauf qu'à son réveil, Ethan débarque dans une sorte de village particulier avec une population hostile, peuplée de loups-garous, de vampires et d'étranges mutations, et il doit retrouver sa fille, donc autant vous dire que ça va pas être un voyage de tout repos. Oui, exactement. On aura l'occasion de revenir sur le bestiaire un petit peu plus tard, mais d'abord on va commencer. Toi, tu voulais commencer à parler d'un truc, c'est quelque chose qui était déjà présent dans le set, c'est le paradoxe du monde ouvert ultra-dirigiste, comme tu l'appelais. Alors ouais, Cédric, tu as tout à fait raison, parlant d'un monde ouvert un peu factice. En tout cas, la première impression qu'on a lorsqu'on découvre Resident Evil Village, c'est que ça fait inévitablement penser à Resident Evil 4, qui est une référence ouvertement revendiquée par les réalisateurs et producteurs Morimasa Sato et Tsuyoshi Kanda, qui avaient en tête la structure du 4e opus. Donc on a ce village qui gravite autour de plusieurs zones, 4 zones pour être précis, dont le château Dimitrescu, où on commence un peu notre aventure. Et en fait, Ethan devra affronter le seigneur de chaque zone pour espérer retrouver sa fille. L'inconvénient que j'ai moi avec ce monde ouvert, mais pas tant ouvert, c'est que en fait, on est très dirigé constamment. On nous dit à chaque fois où aller, puisqu'on n'est pas libre d'explorer les zones dans l'ordre qu'on veut. On ne peut pas affronter un seigneur et puis l'autre. On nous dit maintenant tu vas là et puis c'est tout. Et donc le village aussi, je trouve qu'il est un petit peu petit, qui ne sert finalement que d'espace de loot pour trouver des petits objets une fois qu'on aura trouvé une manivelle pour tourner des seaux dans des puits, pour ouvrir des petits crochets pour ouvrir des tiroirs. Et aussi ce qui m'a beaucoup gêné, c'est le fait qu'il y ait donc ces zones facultatives, parce qu'on sait que dans Resident Evil, il y a toujours un peu d'exploration, le joueur est toujours un peu récompensé par des trésors ou des petits objets à trouver, sauf que là, on nous les met un peu tous sur la carte dès le début du jeu. Donc c'est un petit peu gênant. Ouais, mais j'aurais peut-être pas dit dès le début du jeu, je crois que c'est un moment où le marchand te les met sur la carte clairement, visuellement. Ouais, c'est pas début du jeu, mais c'est quand même... Mais c'est vrai que quand t'es lancé dans la quête des 4 lords, effectivement, ils sont indiqués. Ariane, toi aussi, tu trouves que ce monde, il est ultra dirigiste ou... En fait, moi j'ai envie de dire, c'était déjà la formule du 7. Peut-être que ça se prêtait mieux au 7 parce que quasiment
une grosse partie du jeu se passait ou dans une ferme manoir ou dans un bunker sous-marin, bunker bateau, je crois, de mémoire. C'est un bateau, ouais. Mais ouais, globalement, je suis d'accord. C'est vrai que, bon, de base, c'est un peu la formule des Resident Evil, hein, de pas pouvoir accéder à tout, de devoir résoudre des énigmes, trouver des clés et tout ça. L'ouverture du monde, elle se fait au fur et à mesure de la progression, et c'est le cas dans ce 8e opus. Le souci pour moi, c'est plutôt que, bon, on a des énigmes qui sont pas forcément très ouf. Là, c'est un peu réglé en 2-2, et effectivement, il y a un côté assez dirigiste, dans le sens où on peut se balader dans le village, ok, mais par exemple, comme l'a dit Gabin, on peut pas du tout faire les différentes parties dans l'ordre qu'on veut. On est obligé de vraiment suivre le jeu, quoi, et même à l'intérieur du château, par exemple, qui est très grand, on est constamment dirigé par le jeu, par un couloir, par la suite logique des événements, et on n'a pas le choix ni de l'ordre, ni de la direction pour faire les choses, à part donc la balade dans le village qui est presque libre, à l'exception donc de ces histoires de clés à trouver, tout ça. C'est un jeu qui, oui, guide le joueur en permanence, et c'est vrai, comme tu l'as dit Cédric, que ça... C'était peut-être plus approprié pour le 7 qui avait une échelle moins grande. Là, le village est très réussi, en fait, c'est vraiment la grande force du jeu, et c'est dommage de pas avoir pu profiter un peu plus de ce monde-là de façon un peu plus ouverte, sans dire non plus que c'est ultra dirigiste. Ça aurait gagné, je pense, à l'être un peu moins. Et toi, Guillaume, tu en penses quoi? Parce que tu as quand même joué, je pense, à tous les opus de la saga, et ça a toujours été une des marques de fabrique, comme le disait Ariane, de scinder les zones par des énigmes, par des portes piégées, par des trucs où tu peux pas avancer tout de suite, et donc qui t'obligent à suivre, mine de rien, un pattern prévu par les game designers. En fait, le truc qui est vraiment intéressant à voir avec Resident Evil de manière générale, c'est que c'est un pur produit de jeu vidéo de son époque. C'est-à-dire que le game design et le level design, il a toujours été pensé de la même manière. C'est-à-dire que t'as une zone de base sur laquelle tu vas faire des allers-retours pour pouvoir ouvrir d'autres portes en fonction des objets que tu vas récupérer. Et Resident Evil, justement, Resident Evil 8, par le prisme de ce village, il adopte exactement ce même type de game design. Alors, je suis d'accord sur le fait que le village, il aurait peut-être un petit peu plus amené à avoir un petit peu plus de surprise sur lequel il est. En revanche, en termes de design, je le trouve très réussi. Il manque peut-être un petit peu d'énigmes, effectivement, comme disait Ariane, même si on en trouve quelque part dans le jeu. Si on veut, par exemple, un petit peu plus chercher sur les objectifs annexes du jeu, effectivement, là, il y a plus des énigmes. Mais si tu fais le jeu d'une traite, effectivement, tu vas peut-être passer à côté de tout ça, parce que tu vas pas forcément t'intéresser à l'ordre, à ce que propose le game design du jeu. En revanche, je suis pas forcément d'accord avec le fait que ce soit un problème que le jeu soit découpé en plusieurs parties et que ce soit dirigé. C'est-à-dire que tu fais une partie en fonction, enfin tu fais un boss en fonction de celui sur lequel on va te diriger. C'était un truc que je retrouvais exactement dans les autres Resident Evil. C'est exactement la même chose qui se passe avec le game design du 8. Et en soi, pour moi, c'est pas forcément un problème parce que ça se justifie par le scénario du jeu et la façon dont sont amenés les événements du jeu. C'était pareil dans le 7. Là où je trouve que vous avez un petit peu raison, c'est sur le coup, encore une fois, le village est beaucoup moins et a pas assez bien exploité, en tout cas par rapport à ce qu'il aurait pu être, et surtout le fait que l'aire de jeu soit beaucoup plus grande par rapport au 7 où c'était beaucoup plus cinglé dans un level design un petit peu plus étroit, forcément on est dans une maison. Je trouve que le village aurait pu amener à d'autres surprises, mais c'est pas forcément un souci. Moi j'ai suivi le jeu de cette manière-là et ça m'a pas forcément posé de problème, d'autant plus que au fur et à mesure de ta progression, t'as certaines surprises qui arrivent. Donc je pense pas que ce soit vraiment un problème. Je pense que le problème il est beaucoup plus centré autour de l'inégalité en fonction de ta progression et en tout cas en termes de rythme. L'inégalité des zones, on y reviendra un tout petit peu après, mais sauf si Gabin, il me semble que tu voulais en parler peut-être de cette inégalité, toi? Donc je voulais rebondir sur le fait que donc il y a évidemment ces zones différentes. On a le château Dimitrescu qui rappelle inévitablement le manoir du premier opus, aussi un peu en quelque sorte le château de Salazar dans le 4e. Il y a aussi une étrange. C'est toujours ça. Enfin, il y a une manière de saluer l'héritage de la saga, de montrer que c'est un peu toujours les mêmes types de bâtiments qui reviennent. On a aussi une étrange bâtisse
où là on a un peu l'impression que Capcom a voulu rendre hommage à Pity, Silent Hills, tout en mettant plein de petits éléments du cinéma d'horreur récent et un peu plus vieux. Rendre sur hommage, les poupées, on mettra des gros etc. guillemets. Rendre hommage, pour ne pas dire pomper peut-être un peu trop honteusement. Il y a une zone aquatique qui rappelle les égouts, qui rappelle aussi le boss aquatique du 4, et une usine qui là aussi donne un peu plus du côté d'Umbrella, enfin du moins de ces décors plus métalliques, plus cubiques, puisque ce sont des zones où on se perd un petit peu dans des couloirs étranges. Donc voilà, d'un côté ça permet d'avoir une identité propre, puisque comme l'a dit Guillaume, le jeu est quand même très beau, et je trouve que en tout cas les modélisations, les zones sont très réussies. Mais voilà, la direction artistique qui est quand même assez propre. Elle était déjà propre sur le 7. Le RE Engine fait vraiment un très très bon boulot à ce niveau-là sur les textures et les objets. Mais là, le 8, je trouve, ils se sont surpassés. Moi, j'ai passé littéralement 30 secondes au tout début du jeu sur les poubelles du village. Il y a des poubelles recyclables, des poubelles vertes, et j'ai fait putain, mais elles sont vachement bien faites ces poubelles. Sur les œufs éclatés aussi, c'était pas mal. Ah, les œufs éclatés, ouais. Moi, c'était sur les pommes de terre. Graphiquement, le jeu est au rendez-vous, c'est sûr. Et particulièrement le village, j'ai trouvé, avec le château qui se dresse là dans la brume au-dessus. Enfin, c'est vraiment très réussi, effectivement. Effectivement, texture partout, patates, œufs, carottes, poubelles et châteaux. Clairement, on est sur une belle recette. Un truc que là j'entends depuis tout à l'heure, du coup on en parle, il y a des références clairement au 4 et au 7. On sent pourtant que c'est plus tourné action, alors ce qui ne va pas plaire à certains, ça c'est un grand débat qu'on n'aura peut-être pas dans cette émission. La place de l'action dans Resident Evil, pour beaucoup depuis le 4, la série elle est morte. Là, le 7 avait ramené ce côté survival, en tout cas sur toute la partie du manoir des Bakers. Le 7 avait ramené cette partie survival horror. Là, on est de nouveau sur un truc un peu plus action, comme le 4 le proposait. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Guillaume? T'en as pensé quoi de cette partie action qui a déjà été un peu décriée par pas mal de gens? Ouais, alors en fait le truc c'est que faut jamais... Je pense qu'on a souvent fait l'erreur de penser que Resident Evil était une série centrée autour de l'horreur et du survival. Or, je pense pas du tout que c'est le... Dès le premier pour toi? Ouais, je pense que l'erreur elle était là dès le premier. Elle était là dès le premier parce que pour moi c'est... Enfin, le truc c'est que le premier en fait il avait créé toute cette mouvance justement par son gameplay, mais en vrai le truc c'est que Resident Evil ça a toujours été... Pour moi, en tout cas, ça a toujours été premièrement un jeu d'action, beaucoup plus qu'un jeu de survie, parce que de toute façon, la survie, elle est inclue par le fait que le game design, il fait en sorte que tu sois limité dans tes actions. Or je trouve que le 8... Effectivement, contrairement au 7, il est beaucoup plus ancré sur son aspect action, parce que tu récupères énormément de munitions pour tes armes, tu récupères énormément de bonus pour pouvoir te soigner. Alors effectivement, ça fait partie du jeu, mais en même temps, t'es quand même acculé de plein d'ennemis différents. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve qu'ils ont fait un effort là-dessus au niveau du pur gameplay dans le 7 dans le 8 contrairement au 7, c'était sur le ressenti des armes. Le recul de ton fusil à pompe, le recul de tes flingues, je trouve que là-dessus ils ont fait un effort, parce que je trouvais que dans le set t'avais ce problème des armes qui avaient zéro recul, qui avaient zéro patate, et du coup tu t'y sentais pas bien. Là ils ont fait un petit effort, donc ça a de la gueule, d'autant plus si tu y joues sur PS5, parce qu'avec le retour des gâchettes haptiques, t'as un retour... C'est le retour des bourgeois Gabin et Guillaume avec leur PS5. Du coup tu ressens un petit peu plus cet aspect, mais effectivement ouais, t'es beaucoup plus dans le côté action. Alors effectivement, quand on parle de Resident Evil 4, on pense surtout au fait que t'as notre personnage qui est complètement encerclé par plein d'ennemis, et qu'il y a certains moments dans le jeu, notamment dans Resident Evil 8, qui rappellent cette idée, parce que tu vas te retrouver dans un bâtiment où tu vas pouvoir te calfeutrer, bloquer la porte avec un petit meuble. Alors en vrai, on parle beaucoup de cet aspect-là, mais en vrai, ça tu le fais maximum 2 fois dans le jeu, et après tu le revois minime, plus. Hein. C'est très minime. C'est surtout au début en fait, quand t'as pas beaucoup d'armes ou que t'es vraiment... Mais après la première zone. Mais après tu le refais plus ce truc-là, donc voilà. Non, on est d'accord. C'est surtout pour le clin d'œil aussi, je suppose. Ouais, aussi, ouais. Peut-être, effectivement, mais du coup ça m'a fait rire, parce que la dernière fois, là j'ai pas fini le jeu, la dernière fois que je l'ai fait ce truc là, c'est pour débarricader une porte, et derrière il y avait un ennemi qui m'attendait et je l'ai shooté, et je me suis dit bon bah voilà, c'est bien, au début du jeu j'avais peur, je me barricadais, maintenant c'est eux qui vont morfler. Moi je me suis jamais barricadé, ça sert à rien. Voilà, là, Ariane, femme aussi, d'action, tu veux nous en parler toi de l'action du coup, Ariane? Bah écoute, avec plaisir. Globalement je suis pas hyper d'accord avec Guillaume, notamment sur la définition qu'il vient de faire de la saga. Pour moi, cet opus en particulier, il mange un peu à tous les râteliers, hein. C'est-à-dire qu'il parvient à conjuguer les forces et les faiblesses de la saga dans le même jeu.
il a des passages du jeu qui sont pour le coup vraiment axés survival horror et qui font peur, hein, et qui sont très réussis, notamment la maison Benevento, qui est le deuxième lieu où on va après le château. Et de façon assez intéressante, c'est une séquence où on n'a pas d'armes en fait. Et c'est vrai que le reste du jeu, il y a des passages qui sont beaucoup plus action, mais pas toujours de façon très assumée, contrairement, je sais pas, au 6 par exemple, où clairement on était dans un blockbuster d'action, quoi. Là, c'est un jeu qui veut s'inscrire un peu plus dans la lignée du 7, mais avec pas mal d'action et des passages entiers où, globalement, on tire un peu sur les vagues de monstres. Et en fait, c'est pas un souci parce que, on a genre 6 flingues différents et 150 munitions, donc il y a pas ce côté gestion des ressources propre pour moi au survival horror qu'on peut avoir dans les premiers Resident Evil et leur remake. En fait, on devait un peu compter les balles et souvent c'était plus intéressant de se planquer plutôt que de tirer à tout va. Et là, on a un côté qui est plus shooter, FPS d'action sur certaines séquences, hein, je dis pas tout le jeu. Vraiment, c'est un jeu qui est en dents de scie, quoi. Il y a un peu à manger et à boire, peut-être, pour satisfaire tout le monde, mais je sais pas si c'était hyper judicieux. Et les séquences les plus réussies pour moi, c'est celles qui, justement, sont plus horrifiques, plus un peu moins je vais dégommer du lican à la pelle et je m'en fous parce que j'ai 150 balles sur moi et des ressources à ne plus savoir qu'en faire, quoi. Bon, Guillaume, tu as le droit à un droit de réponse et après on avance un petit peu, sinon nous nous en sortirons jamais. Ouais, je suis d'accord. Juste, je rebondis un peu sur ce que dit Ariane. En fait, le truc, c'est que quand je dis que Resident Evil n'est pas forcément une série de survival horror, c'est que, en fait, là, par rapport au 8, par rapport au prisme du 8, en fait, la séquence dont tu parles, qui est beaucoup plus centrée autour de l'ambiance, et c'est pas vraiment du survival, hein, c'est de l'horreur pure, parce que du coup, tu n'as aucune action, à part des actions contextuelles qui sont induites par le gameplay, mais c'est en aucun cas du survival, et je trouve que justement le jeu, effectivement, il va un peu taper sur tous les râteliers, à savoir de l'action pure et de l'horreur, mais à aucun moment en fait le jeu il renoue avec ce prisme soi-disant ancré dans la série de survival horror. Ce n'est plus un survival horror, c'est plus un jeu d'action dans lequel on inclut des éléments d'horreur. C'est bien ce qu'on lui reproche. Ah, et toi, Gabin, tu lui reproches l'action ou au contraire ça te va parce qu'il y a quand même un peu d'horreur et de fantastique? Disons que comme j'ai quand même fait le jeu d'une traite, c'est un samedi, je l'ai fait en 8h40, il y a quand même quelque chose qui a fait que je suis resté du début jusqu'à la fin, donc je ne vais pas non plus dire que je suis complètement déçu. Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans l'épisode précédent, c'est que déjà, ça se voulait beaucoup plus immersif, puisqu'il y avait aussi le mode VR qui n'est pas présent ici. Et ce que j'aimais, c'est qu'on ressentait l'impuissance du personnage, en fait, du moins dans la première partie, puisque là aussi, dans le 7, il y a un moment où on devient une vraie sulfateuse sur la fin, évidemment. Ouais. Mais c'était ça qui m'avait plu, cet esprit d'incarner un personnage complètement extérieur à la mythologie du jeu, qui veut juste retrouver sa famille, en fait, qui est des armes biologiques, des bactéries, lui, il sait rien et il s'en fout. Et voilà, c'est ça qui m'avait plu, alors que là on arrive tout de suite dans le village, on récupère un flingue, on récupère un fusil à pompe et ça y est, c'est parti mon kiki, on est en train de bousiller tous les licans et il y a des moments, même dès le début du jeu, tu te retrouves avec 90 balles sur ton fusil, sur ton pistolet, tu te dis bon ok, d'accord. Mais voilà. Vous êtes vraiment tous très forts, hein, parce que moi là les 90 balles, je les ai enfin quand je vais commencer le second lord du jeu, quoi, parce que pour l'instant j'étais plutôt sur la réserve tout le temps, moi je trouvais. J'avais essayé de recommencer le jeu en hardcore, puisque du coup je l'ai fait en difficulté normale, et là par contre si tu pars en difficulté plus difficile, tu as beaucoup moins de balles, donc là ça devient plus challengeant par contre. Moi je devrais faire ça, je pense, parce que je l'ai trouvé un peu facile le jeu en fait, en standard. Ouais, clairement le mode normal est un peu facile, ouais. Ouais, le but, je pense, on n'est pas sur un Dark Souls ou un Sekiro. Le but n'est pas c'est pas dans sa boucle de gameplay d'être du compliqué, de faire du die and retry. Non, mais par contre, c'est vrai que je pense qu'on est. Même par rapport aux autres opus, tu vois. Ouais, mais pour moi, il est de la même difficulté que le 7, je trouve. C'est vraiment, on est sur la même lignée. Mais du coup, ton expérience change vachement en fonction du niveau de difficulté, et ça fait partie de l'expérience aussi, quoi. Clairement, mais je veux dire, je pense pas que c'est si le mode normal est assez accessible à tout à chacun qui veut l'essayer, c'est que ce n'est pas là que réside, selon eux, l'intérêt de leur gameplay et de leur jeu. C'est un petit bonus en plus que la difficulté soit augmentée, et donc on est enfin un challenge, quoi. Mais il y a même un mode de difficulté encore plus élevé à débloquer, qui est le mode village tétanisé. Le cauchemar, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, ouais.
Et du coup, il a quoi ce village des damnés? Tu le sais ou pas du tout? Bah, c'est encore plus chaud que le mode hardcore, c'est tout ce que je sais. D'accord, ok. Tous les gamins ont les cheveux blancs et veulent contrôler le monde. Voilà, vous connaîtrez la référence si vous l'avez, et sinon tant pis. Toi, Ariane, tu voulais revenir un peu sur cette immersion parce qu'elle est difficile à prendre pour toi, du coup? Parce que là, on est quand même effectivement sur une vue FPS, un retour réaliste, et il y a pas mal de trucs un peu over the top, quoi. Ouais, exactement. D'abord, je voulais juste revenir sur un tout petit truc qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Je suis pas déçue par le jeu, je voudrais pas être mal comprise dans mon propos. T'inquiète pas. C'est vraiment un jeu auquel il faut jouer, ce serait dommage de passer à côté. Il a de vraies forces et des séquences qui sont vraiment réussies, même si, bon, il est inégal pour moi ce jeu, il a des longueurs, il a de grands moments, et à côté il y en a qui sont un peu plus bas, et parmi ces points plus faibles, clairement, comme l'a dit Gabin, il y a un souci d'immersion. En fait, Resident Evil est pas vraiment fait pour qu'on y croit à la base. C'est un univers où il y a toujours des choses un peu incroyables. Il est border série Z parfois, il a des passages... Il est pas border, il l'est carrément, dès les premiers, je pense. Quand tu vois la scène d'intro avec les acteurs over the top... Ok, fine, donc il est très série Z si vous voulez, mais là c'est vrai qu'il y a des passages qui sont un peu tirés par les cheveux malgré tout, notamment certains passages à la fin du jeu, pour moi je ne spoilerai rien, et il y a un souci d'identification avec le personnage vraiment, c'est-à-dire que, encore une fois, Resident Evil, c'est un jeu où c'est pas nécessairement des personnages qui sont hyper creusés, ils ont tous un peu un côté unidimensionnel, tout ça, mais là, il y a un vrai souci, je pense, pour se mettre à la place du perso à cause de sa crédibilité, quoi. Il est jamais surpris par ce qu'il vit, le mec, il est en train de voir des licans qui essayent de le bouffer, il voit des vampires, etc. Et son seul truc, c'est bah moi je m'en fous, je veux récupérer ma fille, mais gars, mais sois un peu surpris, sois un peu choqué, je sais pas. C'est vrai qu'il était plus choqué dans le 7, mais bon, il a vécu des choses, tu vois. Il a vécu des choses, comme on dit. Il a vécu des choses, mais est-ce qu'il a vécu je sais pas, un vampire de 3 mètres qui essaye de le bouffer ou de l'écraser entre ses seins, on sait pas trop, mais... Non, mais vu ce qu'il a vécu dans le 7, vraiment, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais si je tire un peu par les cheveux, il a vécu des choses tellement incroyables. Est-ce qu'on peut être encore surpris après ce qu'on a vécu? Moi je pense, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai... Enfin, tu vois, il y a un souci pour s'attacher au personnage. Globalement, il est chiant, il est pas très intéressant. On voit jamais... Enfin, il y a un problème avec le héros qui fait que, effectivement, niveau... Pour moi, c'est ça qui coûte un peu à l'immersion, quoi. Parce que après, bon, c'est pas un univers forcément qu'on gobe tout rond. Enfin, j'ai pas croisé de Lycan dans le 19e pour l'instant, mais... Non, bien sûr. Et toi, Gabin, du coup, ce Ethan Winters, tu m'as dit, je veux rebondir dessus. Alors, rebondis-nous dessus. Qu'est-ce qu'il a donc, ce pauvre Ethan? Non, lui, ça va, je ne rebondirai pas dessus littéralement, je vais le laisser tranquille. Mais je suis complètement d'accord avec Ariane. En fait, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage, tout simplement parce qu'on l'identifie pas du tout, même si c'est volontaire. Et c'est d'autant plus volontaire, en fait, de continuer son histoire, alors que, en fait, j'en ai pas grand-chose à faire de lui. Et comme le dit Ariane, effectivement, je trouve qu'il est complètement à côté de la plaque tout le long du jeu. Puisque c'est ce mec lambda qui veut juste retrouver sa fille, et même si à un moment donné dans le jeu on finit quand même par avoir un semblant d'explication qui pour moi n'est pas assez poussé, c'est pour moi un homme Playmobil. En fait, il est invincible. Au début du jeu, il se prend tellement de choses dans la tronche, il lui arrive tellement de choses, et on se dit non, pas encore. Eh bah si, et ils en font exprès parce que évidemment ses mains sont martyrisées encore et toujours. Si vous avez joué au 7ème, vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais on change de main quand même. On change de main, mais les deux sont pas épargnés. Et il y a un moment où du coup je me dis ah d'accord, c'est juste comme ça, tu te vides ta petite bouteille, ton petit remède et c'est bon. Et c'est comme ça tout le long du jeu, c'est toujours il se soigne en vidant son petit remède. J'en peux plus. Mais voilà, j'ai du mal puisque comme le disait Ariane, en fait, il y a ce côté série Z un peu nanardesque assumé dans la série, ce qui fait que tous les autres héros, Chris, Jill et les autres, c'est un peu ces sulfateuses qui ont moins une légitimité parce que c'est leur boulot de lutter contre ces armes, etc. Enfin, du moins, peut-être pas au départ, mais c'est devenu leur boulot par la suite. Alors que là, Ethan, je m'en fiche, mais totalement.
Oui, enfin, si tu pars par là, Léon, il est garde du corps du président, il se battait contre un troll et contre une secte, tu vois. Donc, Alors c'est déjà, pas tu non dis plus, pas de mal de Léon. je dis Alors pas- je déjà, dis pas de mal il de était à lui. Raccoon Je dis City pas de mal- avant, hein, voilà. Oui, bah, il était juste flic à Raccoon City. Non, mais je dis pas du mal de Léon. Moi, j'adore Léon S. Kennedy, best perso ever de la série. Rendez-moi Léon. Je dis juste que Toujours je pas suis dans d'accord- Smash, hein. Non, toujours pas dans Smash, mais ils ont raison de pas me mettre dans Smash. Ethan Winters dans Smash. Ça peut être La intéressant, main ça, à la d'Ethan limite. Winters dans La Smash. main d'Ethan Winters dans Smash. Je suis d'accord avec vous sur le fait que par rapport au 7, je trouve qu'il est moins bien écrit et qu'effectivement il est plus unidimensionnel et qu'il a l'air quand même pas très choqué. Moi, c'est pas les histoires des mains qui m'ont étonné. Moi, c'est le fait qu'il se prend quand même beaucoup de coups de couteau dans le bide, beaucoup de coups de griffe dans le bide. Enfin, Oui. souvent il est un peu lacéré très profond et je me suis dit, Oui. ça va, tu le vis bien quand même, gars, tu le vis assez Chacun bien. ses Ce serait te spoiler de pourquoi. Ce serait de spoiler. Oui, alors Voilà. après moi j'ai pas fini le jeu, mais moi j'émettais la théorie que au vu de ce qui lui est arrivé dans le set, déjà il avait développé quand même certaines capacités, ça me semblait assez fou. Enfin pas déconnant en tout cas cette idée-là. En revanche, le fait est que il a la même fonction que dans le set, même si je suis d'accord c'est moins bien fait, mais ça me dérange pas. Qu'il est le miroir du spectateur. Dans le set, on connaît rien sur ce mec. On sait juste que c'est un gars, il veut retrouver sa femme. Et donc, à partir du moment où, en tant que joueur, tu te dis, ok, si on veut jouer sur du roleplay pur, bah ça marche parce qu'on se dit, bon, bah je connais pas ce gars, mais imaginons, j'ai une femme, je veux absolument la retrouver. Et là, ça joue sur la même chose avec sa fille. J'ai un bébé de 1 an qui est prisonnière de loups-garous, monstres, démons, vampires et tout ce qu'on veut. Faut que je la libère. Effectivement, je peux comprendre cette espèce de fixette qu'il a sur sa gamine. Même si je suis d'accord encore une fois avec vous, il est moins bien, c'est moins subtil que dans le set qui était déjà très subtil. Guillaume, toi, t'en penses quoi de ce pauvre Ethan ? Est-ce qu'on le sauve un peu quand même ? Non, on le sauve pas. En fait, le truc, c'est que moi, j'aime bien Resident Merci Evil Guillaume. j'aime bien Resident Evil de la manière qu'il a de cette série de traiter ses personnages. Et c'était une des forces des premiers épisodes parce que malgré le fait que ce soit évidemment des dérivés de série Z à ne plus savoir comment faire avec des scénarios qui c'est pas qu'ils tiennent pas la route, c'est que c'est nanardesque au possible. Ça passait parce que les personnages étaient tous un peu charismatiques et que t'avais envie d'un peu de connaître leurs envies et leur destin en fait. Là, du coup, le fait que tu incarnes un perso qui te paraît complètement impersonnel, qui est Ethan Winters, et que finalement tu ne t'impliques pas plus que ça parce qu'en vrai tu vis à travers ses yeux, ça donne un prisme totalement différent à la série. Et effectivement, oui, on est beaucoup moins attaché à un perso comme Ethan Winters qu'on peut être avec un Léon S. Kennedy ou avec une j'allais dire un personnage féminin, aidez-moi. Jill Valentine. Ouais, Jill Valentine par exemple. Oui, non, en fait le truc c'est que je trouve que depuis le 7, justement, ils ont perdu ce prisme-là où on va s'intéresser à des personnages, on va un peu connaître leur destinée. Et en fait là, le paradigme il est beaucoup plus mis en avant autour des personnages qui gravitent autour de Ethan. Et malheureusement, je trouve que ce point de vue, il fait perdre beaucoup dans la dramaturgie et dans la façon dont est pensée la mise en scène. Par exemple, dans les anciens opus, la mise en scène, parce que les plans de caméra, parce que la mise en scène globale faisait de telle manière que tu pouvais le vivre comme un film. Là, le fait que tu aies cette première personne, ça te fait perdre vachement cet esprit beaucoup plus filmique, et du coup tu perds cette chose-là. Malgré tout, Ethan Winters, je trouve on va penser ce qu'on veut, je trouve qu'ils en font, notamment à la fin, ils en font quelque chose d'intéressant. Je dis pas que c'est extraordinaire, j'ai juste qu'au moins ils en font quelque chose. Je pensais qu'au début du jeu, et notamment à la fin du set, ça n'allait être que un personnage de plus qui allait mourir ou qui allait faire une trilogie complète. Et on se rend compte qu'au final, ils vont en faire quelque chose de ce personnage. Je ne spoil pas la fin, mais il se passe quelque chose. Ça reste hyper nanardesque, mais au moins ils ont fait l'effort d'en faire quelque chose de ce personnage, et c'est à mettre au crédit du jeu, clairement. Bon, après, le nanar a toujours fait partie un peu de la série. Moi, Oui. je vais juste donner mon avis sur ce truc-là, c'est que je pense que cette série, comme tu l'as dit, Guillaume, il faut accepter une part de suspension d'incrédulité assez forte. Hein. C'est-à-dire que là, beaucoup de gens rigolent du flacon de premier soin où tu mets le liquide et ça recoue la main. Ça a toujours été le cas de cette série. Oui, ça a toujours été le cas. Au début, Chris Redfield, il mélange des plantes qu'il a trouvées dans la gadoue et hop, il a un Exactement sang zombie, quoi. Donc ça n'a pas de sens si on part vraiment ce truc-là. Je comprends que l'ultra-réalisme mélangé avec des codes qui sont inhérents à la série depuis 25 ans peuvent commencer à être un peu dépareillés, mais
moi ça m'embête pas. Et ce que j'aime bien dans le personnage d'Ethan Winters, en tout cas dans le non-personnage d'Ethan Winters, c'est que du coup il est une super porte d'entrée en disant nous on connaît ces personnages, on connaît Chris Redfield, Jill Valentine, Léon Kennedy, mais si on les connaît, c'est pas si on était un kidam lambda qui arrive dans ces bails d'expérience génétique, parce que, et c'est là aussi une des forces de la série je trouve, c'est que ils ont quand même eu un credo qui est le biohazard, qui est plus que Resident Evil, hein, c'est vraiment l'idée d'anomalie génétique. Et que, encore une fois, là, les vampires, les loups-garous et toutes ces créatures du folklore fantastique européen, en fait, c'est très sous-entendu très vite dès le début que c'est des mutants, en fait. Ou en tout cas que c'est des anomalies, c'est des rebuts d'expérience. À un moment, il y a un rapport d'une unité d'élite qui dit clairement qu'ils ont eu affaire à des armes biologiques. Des armes biologiques, enfin, voilà, donc... Pour moi, il y a toujours quand même le fait de raccorder ça à un univers mythologique qui est... assez fouillis quand même depuis très longtemps, quoi. Mais je sais que Gabin, tu voulais parler de la mythologie justement. Ouais, parce que ça tente quand même de s'imbriquer dans cette saga existante, mais ce qui me dérange, c'est que ça le fait plus par les documents qu'on trouve ça et là dans le jeu, et non pas vraiment dans le scénario en lui-même. C'est en lisant un petit doc qu'on va avoir une petite référence à Umbrella. Oh tiens, c'est rigolo, parapluie, ça me fait penser à quelque chose, ton truc là. Voilà, j'avais du mal parce que je trouve que ça a du mal à se raccrocher, même si je pense que c'est aussi la volonté de Capcom de scinder un peu la saga en deux entre les remakes qui tentent vraiment de satisfaire les nostalgiques de la saga et ce nouveau pan qui tente de faire quelque chose de nouveau, et c'est sûrement pour ça évidemment qu'ils essaient de se détacher, et pour toutes les raisons qu'on a dit, puisque Ethan est complètement extérieur à ça, c'est aussi normal qu'il n'ait pas du tout les mêmes connaissances, mais on sait évidemment que tous les ennemis qu'on croise sont le fruit de manipulations génétiques, etc. Mais voilà, c'est au niveau des justifications, comme je disais, c'est que dans quelques documents, alors que ça aurait pu être un peu plus poussé à mon sens. Moi, ça me dérange pas sur ce point-là, juste dans le sens que pour moi, ça fait partie d'une narration qui est propre au gameplay en fait du jeu vidéo, en fait, dans le sens que c'est si on l'avait fait par des cinématiques ou quoi, c'est bien, y a pas de souci. Moi, j'aime bien les cinématiques, les trucs avec des dialogues, mais c'est aussi propre au cinéma. C'est aussi propre à la série télé. Là, le fait de devoir fouiller, de pas avoir tous les éléments et de devoir farfouiller par toi-même, c'est quelque chose qui est propre au jeu. Même pas qu'au jeu vidéo, mais juste au jeu, quoi. Quand tu fais un jeu d'énigmes, un escape game ou quoi, tu peux trouver des morceaux de lore cachés dans le décor. Ça me dérange pas. Je peux comprendre en revanche ton point de vue à ce niveau-là. Ariane, est-ce que toi, ça te dérange ou pas du tout cette mythologie qui est devenue un décorum au jeu ? Moi, ça me dérange pas de devoir chercher les éléments, tu vois, de découvrir des trucs en lisant des documents, ce genre de choses. Là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que la mythologie, elle est dans ce jeu-là comme justificatif pour raccrocher le jeu à la saga. Fondamentalement, ça pourrait être un jeu d'un peu n'importe quelle licence et ça marcherait de la même façon quand même. C'était déjà le cas du 7, c'était aussi un peu son intérêt, d'avoir une espèce de, j'irais pas jusqu'à dire reboot de la saga, pas du tout, mais d'avoir un nouvel esprit tout en restant dans cette idée, comme tu l'as dit, biohazard et armes biologiques, etc. Là, une grosse partie de la mythologie de Resident Evil, c'est la présence du personnage de Chris Redfield. Alors Gabin a dit qu'effectivement il y a des références à Umbrella, etc. Là ça me... Enfin, ça c'était dans les documents, ce genre de trucs, c'était des clins d'œil qui pouvaient être intéressants, alors peut-être un peu pas nécessaires, mais rigolo. La présence de Chris Redfield, c'est quand même clairement vouloir ancrer ce jeu dans la saga, et en fait, si le personnage, lui, a un peu évolué et est intéressant de ce point-là, parce que c'est plus du tout le même mec que dans les jeux d'avant, sa présence à lui, elle est quand même globalement pas très intéressante. À la fin du jeu, on l'incarne un petit peu, c'est la partie la plus chiante et la plus dirigiste du jeu, il y a rien à faire à part déplacer le personnage dans une espèce de cinématique géante, enfin c'est un peu l'impression que ça donne en tout cas, et c'est un peu, le seul intérêt c'est un peu de dire regardez, vous avez joué Chris Redfield, c'est Resident Evil quoi. Guillaume, toi, tu voulais revenir un peu sur le gameplay du jeu ? Ouais, comme on avait dit aussi un peu au début de cette critique, j'ai l'impression que le jeu s'articule sur 3 axes. En fait, on retrouve un petit peu le côté Resident Evil 4, c'est-à-dire dans le gameplay des premières heures.
Ensuite, on va se retrouver dans une scène où on va plus se retrouver du côté de l'horreur, de genre style Pity, voire Silent Hill, voire beaucoup de jeux d'horreur, genre Five Nights at Freddy's, qu'on retrouvait sur les jeux d'horreur PC de ces dernières années. Et à la fin, c'est clairement du roller coaster shooter. Et il y a un truc que je trouve assez dommage, justement, dans cette réécriture du gameplay de la série. Alors c'était déjà le cas un peu dans le 7, mais là je le retrouve encore plus. C'est que quitte à se rapprocher en fait de la série et de ses codes, bah le fait que tu aies un côté très shooter d'un côté, et d'un côté tu as une gestion d'inventaire qui se rapproche beaucoup de Resident Evil 4, notamment dans la gestion des armes, dans le recul des armes, dans le fait de pouvoir combiner des éléments dans les armes. C'était des éléments que tu retrouvais par exemple dans le 2 ou dans le 3 par exemple. Mais là, ils auraient pu en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et il y a un truc qui me gêne beaucoup dans ce côté vu la première personne, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout d'action contextuelle. Un truc que je trouvais très réussi dans le 4, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est le jeu sans les armes à feu par exemple. Le fait que tu puisses contrer par exemple un coup, le fait que tu puisses esquiver, et ça c'est un truc qu'on a perdu avec cette vue à la première personne, mais ils auraient pu en faire quelque chose. T'as des éléments de gameplay, t'as plein de jeux en fait qui utilisent cet élément de gameplay de fait de la vue à la première personne en étant des shooters, mais qui en même temps ont plein d'actions contextuelles où tu puisses déplacer ton personnage pour faire des esquives. Là ils ont complètement oublié ça, ce qui fait qu'au final parfois on a cette impression de shooter un peu à la volée en utilisant toutes les balles de ses armes sans vraiment d'éléments différenciants dans son gameplay ou de côté un petit peu plus punchy, et c'est ça que je reproche un peu au jeu. Et à la fin en apothéose où c'est carrément un Call of Duty, là tu t'y retrouves quoi. Comme dit Gabin dans notre petit texte personnel, il y a un bouton de défense L1 qu'on n'utilise jamais, mais qui en plus potentiellement si tu l'as bien placé machin, mais c'est très hasardeux, tu peux faire un contre, mais du coup effectivement c'est mais il y a rien dans le gameplay qui te le montre que tu dois le faire en fait. Ils le disent en fait dans un carnet du jeu, mais c'est vraiment nul, ouais. C'est juste ça, t'as juste le petit tutoriel où on t'affiche L1 se protéger, mais honnêtement ce bouton je l'ai jamais utilisé du jeu et je l'ai jamais utilisé dans le 7 non plus. Moi non plus. Moi non plus, je pense il sert à rien. Non, il sert à rien. Je pense qu'il sert vraiment, il sert vraiment au tout début. En fait, en vrai, il servait vraiment au tout début du jeu, lors de la première demi-heure dans le village, quand t'as encore qu'un petit flingue et pas beaucoup de balles dans toutes les petites zones où t'es infesté de licans. Et après, il sert plus vraiment, effectivement. Puis pareil aussi, je voulais rebondir, excusez-moi, sur un truc, c'est que je trouve ils auraient pu faire un truc aussi avec le jeu avec les explosifs. C'est un des éléments de gameplay que je trouvais super réussi dans Resident Evil 4, encore une fois, c'est le fait que tu puisses poser des explosifs à certains moments pour pouvoir te débarrasser de plein d'ennemis, et ça en fait, ils en font quasiment rien, en fait, tu ramasses des fois des mines, mais il y a aucun moment qui te pousse à exploiter ce type de game design, et ils auraient pu en faire quelque chose, malheureusement, au final on a l'impression qu'en fait le jeu t'incite beaucoup plus à trouver des balles et puis les épuiser au maximum plutôt qu'à utiliser ces éléments de gameplay qui sont pourtant bien cool pour pouvoir sortir de situations un peu délicates quoi. Alors là je suis pas d'accord avec Guillaume, moi j'ai beaucoup utilisé les fameuses bombes tuyaux et les mines et mais ça c'est parce que t'es faible. Et les grenades aussi, mais non, mais c'est parce que alors déjà les boss et tout tu les liquides en 2-2 et surtout c'est tellement satisfaisant de faire péter 25 licans d'un coup dans un vieux couloir. Oui, très bien. Très bien. On saura donc que tu es faible et que tu aimes jouer en mode facile, mais voilà, tout va bien. À toi, Jean-Jérôme, qui écoute cette critique après avoir cliqué sur ta vignette de Dimitrescu, tu te demandais quand est-ce qu'on allait en parler. Tu as bien fait d'attendre 40 minutes, on en parle juste là. Dimitrescu, c'est le petit maman putaclic qu'on avait envie de placer. On s'est quand même dit moi j'ai trouvé ça très malin, peut-être grossier mais malin. Ils ont faire une bande-annonce. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait une bande-annonce. Il y a ce personnage de Dimitrescu, entre autres, qui est mis en avant parce qu'elle est elle est dans la première zone du jeu et c'est le premier boss à vraiment abattre. Et elle réapparaîtra pas, mais elle a tellement plu qu'une partie de la promo a tourné sur ce perso et j'ai trouvé ça assez dingue en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Gabin, toi je sais que t'as été déçu. Dis-moi tout. Moi en fait je pensais naïvement que c'était la grande méchante du jeu, donc forcément j'étais un petit peu échaudé, mais je pensais aussi... C'est la plus grande je crois, donc dans les faits t'as pas tort. Hein, ouais, 2m8 il me semble, donc oui, elle en a un peu d'une armoire. Mais j'ai eu aussi un peu du mal avec les fameux seigneurs et ces fameux boss qui, pour moi, finalement, ne provoquent
pas la peur escomptée, puisque les apparitions de Dimitrescu deviennent assez aléatoires et on peut assez facilement l'éviter. On peut la contrer en plus, c'est vrai ça. que... non mais t'as raison, c'est très perturbant je trouve en plus, parce qu'ils essayent de créer une emphase sur elle, et il y a des scènes qui marchent très bien quand tu es dans sa chambre, à un moment tu veux sortir et elle revient, et tu prends... Enfin moi je trouve que la scène marche bien en termes de flip, et finalement elle devient une espèce de truc qui te pourchasse sans te pourchasser, et c'est pas très flippant, c'est pas très bien scénographié, ça marche pas trop. Du coup, elle est un peu ridicule, cette grande dame, à se balader avec son grand chapeau dans son manoir, mais bon. C'est ce qui m'a dérangé aussi avec tous les autres boss, en fait. C'est que, du coup, que ça soit les boss ou les types d'ennemis, une fois qu'on sait comment en vaincre un, on sait déjà comment vaincre tous les autres, donc il n'y a plus de frayeur, finalement, comme les filles de Dimitrescu. Une fois qu'on en a fait une, on sait qu'on va devoir faire la même chose. Et donc je trouve aussi que c'est pour ça que le jeu peine à donner cette peur finalement. Ariane, du coup, qu'est-ce que t'en penses de tous ces boss ? J'allais dire, c'est surtout qu'effectivement, ils ont vraiment axé la promo autour de Dimitrescu, alors qu'elle fait partie du premier truc qu'on visite sur les 4, sans compter le village, donc elle est là peut-être pendant, je sais pas, aller à tout casser 2 heures sur 10, donc ça fait pas beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé que c'était même pas le méchant le plus intéressant. Moi, j'ai bien aimé clairement. Heisenberg, je l'ai trouvé vachement plus intéressant et vachement plus gaulerie que la grande dame qui essaye de me marcher dessus, quoi. Bah c'est ça quoi, bien que je reconnaisse que j'aime bien la scène d'intro des 4 quoi, elle marche très bien je trouve, où ils se parlent tous en te regardant quoi. Ouais. Et là aussi Ethan Winters n'est pas très impressionné, à un moment il leur fait même une petite blague genre vous pouvez me demander mon avis les gars. Donc il fait bon, très bien Ethan, t'as quand même beaucoup de bollocks parce que moi ça ferait déjà longtemps que je me serais chié dessus si j'étais face à ces machins. Guillaume, Dimitrescu on la garde ou on la garde pas quand même ? Pour moi, Dimitrescu, en fait, c'était vraiment le perso pour faire écho en fait, à Mister X qui était apparu dans le remake de Resident Evil 2 et le Nemesis dans le 3. Elle a pas plus d'intérêt que ça. En fait, elle est là pour justement introduire le côté exploration horrifique propre à la série des Resident Evil, notamment avec l'utilisation du château. Je trouve que le château est un bien meilleur personnage que Dimitrescu, par exemple. Oui, on est d'accord, et le pire, c'est ses filles, parce que les filles, genre, elles sont là pour... c'est parce qu'il fallait faire un méchant à ce moment-là, tu vois. C'est des mid-boss qui n'ont aucun intérêt. En plus, le level design, il est fait de telle manière à ce que tu peux les exploser super facilement. Enfin bref, je vais pas spoiler comment faut faire, mais bon, c'est logique. C'est des vampires, wink wink. Et du coup, non, je trouve qu'il y a par contre, il y a des boss qui sont très réussis. Je suis pas d'accord avec le fait qu'Heisenberg ce soit un perso réussi, je le trouve un petit peu... En fait, il aurait pu être sympa dès le début parce qu'il avait l'air d'être le perso le plus, entre guillemets, humain. Et donc, du coup, il avait peut-être un petit peu la verve sympathique, on va dire. Mais au final, je trouve que son perso, il retombe un peu à la fin du jeu, notamment. L'espèce de gros méca, j'ai trouvé ça nul à chier, par exemple, avec le tank, là. Non, par contre, il y a un perso... Ouais, espèce de Transformers là. Par contre, il y a un autre boss qui m'a beaucoup plus plu dans le gameplay, c'était l'espèce de grenouille là, je sais plus comment il s'appelle. Moreau. Si vous avez le nom. Moreau, non ? Ouais, je sais plus comment il s'appelle, bref, et je trouvais par contre Ce n'est pas Thierry Moreau, c'est juste Moreau. Il s'appelle juste Moreau. Et du coup, c'est comme ça qu'il se présente. Il dit comme ça. Et moi, je suis juste Moreau. Je suis juste Moreau. Non, mais le gameplay du boss de Moreau, il est beaucoup plus réussi, je trouve, parce que du coup, il balance de la pluie acide. Du coup, tu dois te cacher. En plus, tu dois faire le tour de la map pour trouver des munitions, parce que c'est un moment du jeu où tu as vraiment usé beaucoup de munitions. Je trouve il est assez intéressant comme façon d'apporter le truc. Il suffit de tirer sur les tonneaux et quand il passe à côté et tu le fais exploser 3 fois et c'est bon, il est mort. Oui, tu peux. Ariane, on sait comment tu joues, on sait que tu balances les explosifs, toi t'as un problème avec la dynamite. Bon, bah, c'est ça. Bon, moi j'ai pas trop joué l'explosif. Une autre critique séance de psy. J'ai pas trop joué l'explosif, je voulais surtout jouer avec le pompe en fait, parce que je trouvais que c'était l'arme qui avait le plus de recul et c'était la plus sympa à utiliser. Mais je trouvais que le design de ce boss était beaucoup plus réussi que les autres. Après, le boss avec la poupée, c'est pas vraiment un boss puisque c'est plus de la recherche contextuelle, on va dire. Mais je trouvais que justement la synergie entre ces 4 personnages, elle marchait bien. Il y en a 2 vraiment qui sont assez réussis. Mais le découpage, pour te dire que bah là, au moins tu sais que ce personnage-là sera un boss, et puis tu vas aller dans l'autre zone, ce sera un boss, c'est quelque chose qui m'a pas gêné. Et du coup, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner en termes de design, non seulement de niveau, mais en plus de boss. Donc je trouvais que c'était un aspect plus ou moins réussi du jeu, en vrai.
Bon, eh bien écoutez, c'est sur ces petites paroles de Guillaume qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a fait quand même un bon gros 45 minutes de débat autour de ce Resident Evil Village, Resident Evil 8. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à nous en parler sur notre Discord, vraiment venez interagir avec nous, sur notre Twitter pour suivre notre actu, et bien sûr sur YouTube et sur Aosha avec Micro Stockholm pour suivre nos critiques comme celle-ci et émissions passées, présentes et à venir. On espère que l'émission vous a plu, on vous dit à bientôt pour une prochaine critique. Salut. Salut. Salut.